Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, je reçois Anne-Caroline Pocot. Bonjour. Bonjour Anne-Caroline. Écrivaine prospectiviste, passionnée d'innovation et de nouvelles technologies, cofondatrice des Propulseurs, entre autres, dont on va parler dans un instant, qui est une structure organisant des ateliers et des événements pour aider les entreprises à réfléchir demain. Anne-Caroline, comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. Vraiment, il fait beau, on est heureux, c'est souriant, il y a des plantes. Que demander de plus ? Exactement, je suis d'accord. J'aime cet enthousiasme et ça fait plaisir à entendre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis ravi que tu nous rendes visite. Alors, dans cet épisode, on va parler, entre autres, des métiers de demain. C'est quelque chose que tu maîtrises pas mal et tu vas nous raconter ça en détail. Mais impossible de commencer un épisode sans la routine de la maison, que tu connais peut-être ou pas. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot ? Le lundi, je le passe... j'aime bien le passer au soleil. Ouais. Tu me disais que tu étais marseillaise, tu étais souvent à Marseille. Oui, j'aime bien le passer au soleil et j'aime bien aussi le passer au boulot. Ouais. Ouais, les deux. Mais les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs. Hein. Tu peux être au soleil et au boulot. Parfaitement. On commence par un petit peu de boulot, pas trop. Et puis un peu de soleil, pas trop non plus, parce que c'est mauvais pour la peau. Hein. Et ton lundi, est-ce qu'il ressemble toujours, c'est toujours la même mécanique et tous les lundis se ressemblent ou pas du tout ? À chaque fois, tu fais des choses différentes ? Heureusement que tous les lundis, c'est pas tout. Non, mais il y a certains invités qui ont des lundis très structurés. Ils ont toujours, tu vois, un déroulé vachement précis de leur lundi, etc. C'est très séquencé. Moi, il y a un truc qui est clair. Hein. Tous les lundis, je me lève. Ok. Et après, j'organise ma journée en fonction de ce que je dois faire. Donc, voilà, j'ai une petite routine, c'est que je me lève tous les lundis. Et puis même le soir, des fois, je me couche aussi le lundi. Mais des fois, on est déjà mardi. C'est ça. Mais alors, j'aime bien le lundi, je commence par me lever. Moi, le lundi, j'ai toujours un peu de mal, tu vois, à commencer la journée. Soit je me lève très tôt, soit vraiment, je me lève... C'est pas que je me lève tard, parce que j'ai des enfants, je les accompagne à l'école. Mais je mets plus de temps à démarrer. Je suis un peu en mode diesel, pour faire une analogie pas très environnementale. Mais donc, voilà. Je te propose qu'on revienne sur toi. Parce que moi j'ai une foultitude de questions sur effectivement comment t'en es arrivé là, ce que tu fais aujourd'hui. Alors toi tu es écrivaine prospectiviste. Ça le fait, hein. Ouais, je trouve que ça en jette. On est dans un dîner, on dit écrivaine prospectiviste. Voilà, il y a un petit il y a un blanc, flou. Il y a de la curiosité. Voilà, il y a de la curiosité. Mais la question c'est Kesako. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça c'est simple. Hein. Écrivaine, ça veut dire de pouvoir écrire. Donc d'imaginer des livres, des scénarios, des outils, donc écrire. Et prospectiviste, c'est écrire sur le futur. Et en fait, écrivaine prospectiviste, ma spécialité, c'est de pouvoir créer des outils pour permettre au maximum de gens d'inventer le futur. Alors moi, j'ai une question très terre-à-terre avant de rentrer dans le détail de cette fonction, cette mission. Mais c'est une question vraiment très terre-à-terre d'académicien, on va dire. C'est comment on le devient ? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment spécifiquement de formation. Est-ce que c'est toi un métier que tu as créé, parce que c'est un sujet qu'on va aborder, la création de son propre métier, ou c'est des choses effectivement où tu t'es dit c'est une somme d'expérience et de formation que tu as suivi au long cours. Comment ça s'est passé ? C'est un parcours. Okay. Alors c'est un parcours, je pourrais peut-être décrire le parcours. Alors, bien Comment sûr, il a commencé ? Plaisir. Alors le parcours, il a commencé, mon premier boulot, ça a été garçon de course. Okay. Donc ça voilà. Après j'ai été mannequin pour Mammouth. Alors, Mammouth était à cette époque-là... Tout le monde ne connaît pas, mais je suis assez vieux, donc je connais bien. Voilà, donc c'était un grand magasin, un supermarché. Donc, je portais des blouses et tout. C'était... Bon, voilà, c'est à un moment donné, ça structure. Parce qu'en fait, je pense que toutes les choses structurent, quel que soit ce qui peut être. Après, j'ai été éducatrice de rue. Alors, ça aussi, ça structure. Après, directrice de MJC. Donc le socio-culturel, on parle beaucoup, on a beaucoup de réunions, et puis on n'avance pas toujours très très vite. Oui, mais dans une action sociale quand même, là, du coup. Après, j'ai été ingénieur du son à FR3. Ok. Et là, en fait, j'ai appris l'écoute. J'ai appris qu'on a deux oreilles et puis de temps en temps quelque chose entre les deux oreilles et qu'on peut écouter que quand on écoute, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Après, j'ai été donc animatrice radio et télé et après, journaliste. Hein.
Et là, un journaliste, à un moment donné, je pense que ça, c'est le moment un peu de cassure. C'est un grand tournant, quoi. Oui, c'est-à-dire que journaliste, c'est un métier assez intéressant parce qu'on devient expert d'un sujet en 3 jours. Donc ça, c'est tout de même assez extraordinaire. On apprend, à force de pouvoir aller chercher de l'information un peu partout. Et puis, j'étais à un moment donné dans une agence où j'ai été licenciée pour un motif grave, et je l'ai encore en tête. C'est opposition à la direction qui conduit à la déstabilisation du personnel. Ah ouais, c'est en mode révolutionnaire, alors que ça l'était peut-être pas dans les faits. Peut-être que le motif était un peu exagéré. Mais... Non, c'était bon. Après, voilà, j'étais soutenue. Et à ce moment-là, en fait, je pense que quand de temps en temps, on a tous des ruptures dans la vie. Et ces ruptures-là, elles peuvent être, même si on est soutenu et tout, se faire licencier, c'est un moment où on est cassé. Et quand on est cassé, il faut qu'on redémarre. Et je pense que ce moment-là, j'ai été cassée et j'ai redémarré en disant « qu'est-ce que je veux faire ?» Et là, je me suis mis à imaginer que je pourrais faire quelque chose, c'est de proposer des romans et des polars pour les entreprises. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Toutes les entreprises me demandaient de pouvoir mettre en scène des problématiques auxquelles ils étaient confrontés, tout simplement. Voilà. Et donc de créer des histoires à partir de ça. Donc c'est en fait un truc très vieux, parce que de temps en temps, quand je faisais ça, Voltaire faisait ça aussi. C'est-à-dire beaucoup d'auteurs font ça, c'est-à-dire de mettre en scène. Et là, je travaillais pour les entreprises. Et j'ai fait ça longtemps. Et alors là, au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre parce que je travaillais toute seule. Et que, en fait, c'est ça qui, au bout d'un certain temps, quand... Tu avais besoin d'une stimulation collective, d'échanger avec des gens, mais c'était le cas avec les clients, mais peut-être moins avec d'autres personnes dans la conception. Fondamentalement, au bout d'un certain temps, quand on n'est pas stimulé, on tourne tous en rond. Bien sûr. Il faut effectivement changer pour arrêter de tourner en rond. Il faut casser le cercle dans lequel on s'enferme et tout. Et là, j'ai eu la chance de partager un bureau avec 4 garçons. Voilà, c'est 4 garçons et une fille qui étaient vraiment très branchés technologie, créativité, inventer des choses, réinventer le monde. Bon, déjà, parce qu'on l'avait construit, on avait déjà un certain âge et on avait contribué à bien le détruire. Donc, il fallait tout de même réinventer. Et c'est là où j'ai commencé avec les autres, à réfléchir à demain. On a créé donc les propulseurs. Les propulseurs, alors au début, qu'est-ce que c'était les propulseurs ? C'était des gens qui avaient envie de travailler ensemble, de s'amuser ensemble et de faire des choses qui ont du sens. Voilà. Il y avait un côté, les propulseurs, c'est très think tank, quoi. Il y avait un côté réflexion, prise de recul, mais être capacité, et apporter des éclairages. Oui, mais surtout en fait de pouvoir faire des choses, des ateliers, d'inventer. En fait, le truc, c'était de pouvoir inventer de nouveaux ateliers, pas être dans la mode du moment, mais créer quelque chose. Donc voilà, c'était surtout ça. Notre truc, c'est dire. Alors. Du coup, ce qu'on déteste, ce qu'on a toujours détesté, c'est de faire 2 fois la même chose. Parce que c'est pas drôle, et tout. Donc, après, c'est un peu dur. Donc, c'est hyper compliqué, parce que tu dois te réinventer constamment, etc. Donc, et voilà comment on devient écrivaine prospectiviste. C'est quand on a compris qu'il faut se réinventer en permanence, et qu'à un moment donné, quand on se réinvente en permanence, on arrive à trouver le moment où on fait ce qu'on aime, et du coup on le fait bien parce qu'on aime, et à la fois on correspond aussi, on répond à une demande. Donc c'est ce que les Japonais appellent Ikari. Oui, bien sûr. Et donc ce truc-là, c'est quelque chose une espèce de Lego qui se met en place, et sur lequel, à chaque fois, on est content à chaque fois qu'on fait quelque chose. Quand on a trouvé ça, c'est que du bonheur à chaque fois. Bon, après, de temps en temps, certains clients, c'est pas que du bonheur. Bon, dans ce cas-là, ils nous abandonnent vite. Ouais, c'est ça. Ou tu les abandonnes vite. Ça dépend, parce que parfois, il faut savoir les abandonner soi aussi. Moi, ce que je trouve très intéressant merci pour cette entrée en matière, déjà, avant toute chose,
c'est que on parle souvent de carrière non linéaire, si tu veux, dans ce podcast. Et effectivement, il y a des gens qui ont fait des choses différentes. C'est vrai pour des populations qui sont potentiellement plus jeunes, qui aujourd'hui sont plus nomades, effectivement, dans leur approche expérientielle du travail. Et c'est potentiellement plus difficile sur des générations qui sont la tienne ou la mienne, où effectivement la carrière était souvent assez linéaire, tu faisais dans la même boîte, etc. Donc moi, j'entends tous ces terrains de jeu que tu as exploités, je trouve que c'est assez drôle, parce que t'es vraiment passé par tous les stades, donc ça doit être assez fort en termes d'expérience, et puis pas de montée en compétence, c'est pas le bon mot, mais voilà, d'appréhension tout simplement, et d'apprentissage, pardon, là-dessus. Moi, j'ai quand même une question. J'ai quelques questions popcorn, tu verras tout au long du podcast. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, en fait? Est-ce que tu t'étais imaginé, tu t'étais dit, voilà, dans 40 ans, en fait, je serai écrivaine, prospectiviste, ce sera ça, etc. Pas du tout, j'imagine. Est-ce que je veux être journaliste? Est-ce que je veux être effectivement ingénieur du son, etc. Tu voulais faire quoi? Moi, je voulais avoir une vie où je prenais plaisir à faire ce que je fais. C'est tout. Okay. J'avais pas de plan de carrière. Ouais. J'ai même au niveau des études, j'ai fait des études, mais pour moi, c'était épouvantable. C'était des rondelles de savoir. Et les rondelles de savoir, ça m'a jamais intéressé. Et la carrière telle qu'on la faisait avec on monte une marche, et puis à la fin on arrive en haut à la retraite et on se casse la gueule et on est mis sur le côté. Je pense qu'il faut le réinventer. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir que les jeunes ne veulent plus ça, ne veulent plus ce schéma qui est absurde. Autant, effectivement, on monte, on devient de plus en plus, on prend du pouvoir et tout, et autant on est dégagé à un moment donné. Il faut repenser les choses, fondamentalement. Et alors, ce que je trouve intéressant dans cette mission, je parle sous ton contrôle bien évidemment, de prospectivisme, c'est que tu as une notion à la fois de pas de côté, et aussi de créer des outils, dont des ateliers que tu fais bien évidemment, accessibles un peu à tout le monde, au grand public, pour que justement que tout le monde puisse s'approprier le futur de demain et l'inventer en fait au niveau individuel et au niveau collectif, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie perso, etc. C'est ça ta mission? Est-ce que je le raconte bien, ou d'ailleurs est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? La prospective telle que moi je la conçois, c'est de la prospective action, c'est-à-dire c'est de dire on va penser à demain, on va dire tiens on pense à 2030, 2050, ou pourquoi? Pour enlever les freins de l'existant, parce que on a souvent partout c'est pas possible parce que une vision assez biaisée finalement quoi. Et donc du coup le fait de dire 2050, rêver à 2050, en fait on parle d'aujourd'hui quand on est effectivement dans l'ère du temps, donc on va réfléchir aujourd'hui et puis on va dire tiens voilà on veut aller vers là. Un peu comme, voilà, on a un cap, on sait vers où on va aller. Et c'est pour ça qu'on peut agir. C'est-à-dire pour ça. Et puis tout d'un coup, on peut aussi trouver des choses qu'on n'aurait pas imaginées, puisqu'on s'est ouvert l'esprit. Et puis on a travaillé ensemble aussi. Je pense qu'aussi la prospective, moi la prospective d'experts, moi je pense que quand certains experts disent en 2050 il se passera ceci, cela et tout, c'est des charlatans. Et des charlatans très 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 bien payés, parce que c'est ce que tout le monde attend. Dire si on dit, voilà, en telle année il se passera ceci et tout, bon, bankable. Oui, mais après, c'est un travail de prospective aussi, parce qu'en fait, c'est basé sur des données d'aujourd'hui qui sont extrapolées sur les années à venir. Donc, alors après, il y a peut-être une notion d'humilité ou une notion de conviction, peut-être à gommer davantage, etc. Mais il y a quand même cette notion d'essayer de prévoir l'avenir qui est sauf qu'aujourd'hui, dangereuse, risquée. Il faut travailler avec l'imprévu. Oui, tout à fait. Exactement. Et que, du coup, quand on dit, tiens, demain, ce sera comme ça, on va dire, je sais pas quoi, en 2100... on va vivre 1000 ans, ou des choses comme ça. Les absurdités, il y en a beaucoup. Et alors, juste, moi, je rebondis sur quelque chose, c'est que tu es quand même, sur une précision importante, c'est que tu es une écrivaine assez prolixe avec, je dirais, ton collectif et les gens qui t'entourent. Il y a, effectivement, tu l'as fait sur le soldat du futur, voilà, il y a le futur de l'entreprise, on en parlera bien évidemment en détail. Mais Dico du futur de l'amour. Le Dico du futur de l'amour, exactement, merci de cette précision. Et quel est le lien avec le futur du travail, du coup ? Mais c'est le futur. C'est le futur.
Ouais, le futur, pourquoi on mettrait des cases? Le futur du travail, il doit avoir aussi de l'amour. J'ai travaillé sur la mobilité, on doit aussi se déplacer, on doit aussi se défendre, on doit aussi... Donc c'est le futur. Et le travail, c'est une notion un peu... voilà, des métiers, pourquoi pas travailler? Et pourquoi pas s'aimer en travaillant? Pourquoi pas... Je sais pas. Ouais. Et parce que toi, tu sens qu'aujourd'hui, dans les entreprises que tu accompagnes ou que tu vois ou que tu côtoies tout simplement, il y a une notion de passé-présent qui est très forte et finalement il y a une notion de projection qui est un peu moins, ou alors c'est tout simplement ils ont peut-être envie de le faire, envie de se projeter mais ils savent pas trop comment le faire. En fait, comment tu ressens ça au niveau des entreprises? Eh ben, tout a changé avec le Covid, pour une raison très 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 simple, c'est qu'il est arrivé de l'imprévisible. Et que du coup, cette notion arrive dans les entreprises. Alors qu'avant, tout le monde pensait qu'on pouvait tout prévoir. Non, mais c'est pas que je m'inscris en faux sur ça, mais je me dis, il y avait cette notion d'aléa, mais qui était assez marginale finalement, parce qu'en fait, on était sur une autoroute un peu du savoir et tu te disais pas... et cette notion d'imprévision, en fait, elle était pas si forte. Et aujourd'hui, le passé récent et le présent actuel nous a démontré qu'effectivement, du coup, on pouvait se tromper de A à Z, en fait. Oui, voilà. On était, par exemple, sur le côté santé, dans une notion de transhumanisme, dire de l'homme augmenté et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'un petit virus, on n'arrive pas à le maîtriser comme ça. Et du coup, les esprits ont vraiment changé à ce moment-là. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le discours de parler du futur dans l'entreprise et parler de l'imprévisible, c'est entendu. Alors qu'avant, c'était pas du tout entendu. Oui, c'était ni une priorité, ni un sujet de C'était un peu focus, un gadget. Dire, on disait, oui, c'est sympa de faire des ateliers de créatifs, mais plutôt dans le côté, voilà, on s'amuse un peu, tous ensemble, on va créer, c'est sympa et tout. Alors qu'aujourd'hui, ça devient beaucoup plus stratégique. Alors toi, tu es une auteure assez prolixe finalement, parce que tu as quand même écrit des livres, on en a 2 sur la table, mais il y en a plein d'autres, mais tu fais pas que des livres, bien évidemment, il y a eu de la BD aussi, il y a eu des parutions, tu as écrit dans Ouzbek et Ricard, entre autres. Alors je sais pas si on aura le temps de tout balayer, bien évidemment. Moi, il y a une parution qui m'alerte en particulier, sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, et que tu as à ta gauche d'ailleurs, c'est le Dico des métiers de demain. Juste pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, il y a 2 versions, en tout cas il y a 2 parutions. Il y en a une qui date de 2015, donc pré-Covid bien évidemment, et une qui date de 2022. Donc on va revenir un peu sur ces différentes versions-là, parce que ce qui m'interroge, c'est de savoir est-ce que la vision de 2015 s'est avérée proche de la réalité ou pas. Bref, mais je reviens sur la genèse de départ, pardon pour cette longue question. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, d'abord, ça a été un livre que j'ai fait à la maison, avec mes petites mains. Et j'ai commencé à me dire, 60% des métiers ou 80% des métiers n'existent pas encore. Et si on imaginait? Voilà, c'était la chose de base. Et j'ai commencé à imaginer des métiers. À peu près une centaine de métiers. Et ce qu'on voit en 2015, c'est que tout apparaissait. C'est-à-dire la problématique environnementale, la problématique numérique, mais tout était... Ça émergeait gentiment ou c'était déjà un peu... Non, ça émergeait gentiment. Okay. Vraiment, c'était... Et donc, par exemple, quand je mettais des métiers comme toitaginier, donc jardinier des toits, c'était... un peu futuriste. Alors qu'aujourd'hui, il y a des jardins sur beaucoup de toits. C'est le cas de ces bureaux d'ailleurs, un très beau jardin sur les toits. Donc c'est plus du tout futuriste.
on commençait un tout petit peu on a toujours depuis 50 ans parlé de l'intelligence artificielle, mais donc on parlait beaucoup de data. C'est-à-dire on commençait à avoir. Donc quand on avait des data ministes et tout, tous les gens s'arrêtaient dessus en disant ah ouais, alors qu'aujourd'hui c'est les data, on est dedans complètement. Et en 2015, on n'était pas encore vraiment dans les data. Ils existaient et tout, mais on voyait pas vraiment l'importance des data. Et donc, en fait, ce livre-là, je l'ai fait à la maison, avec mon petit ordinateur et tout, et il se trouve qu'il a été vraiment bien vendu. Tout le monde l'a acheté. Déjà, félicitations. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça correspondait à quelque chose. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une nouvelle version, parce que d'abord, il est moche, et qu'on ne peut pas inventer du futur avec du moche. Il était en noir et blanc, moche et tout. Ouais. Et puis, il faut tout repenser un peu les choses et tout. Et donc là, entre-temps, je pense que la chose principale, c'est d'avoir vraiment visualisé une réflexion méthodologique par rapport aux métiers de demain. Et de dire que les métiers de demain, ils vont résulter de 3 choses. D'une part, les défis à relever, les défis sociétaux à relever. Donc, ça va bien sûr le réchauffement climatique, mais le vieillissement, mais les nouvelles valeurs, mais donner à manger à tout le monde. Enfin, voilà. L'urbanisation, tous ces défis-là. Les deuxièmes choses, c'est les technologies. Alors, pas uniquement l'intelligence artificielle, mais aussi la génétique, toutes les recherches qui sont... du vivant, toi, tu parlais le beaucoup de quantique, le vivant, complètement. Et toutes ces recherches qui sont en train de se croiser toutes ensemble. Et la troisième chose, c'est toutes les innovations d'aujourd'hui, qui sont un peu des briques de la construction du futur. Et que quand on prend... Tout ce qui est nouveaux usages, etc. Voilà. Alors, on a des nouveaux usages qui changent complètement le monde. Moi, je vois souvent, par exemple, les gamins, quand ils regardent aujourd'hui qu'ils font les courses, ils disent « Ah non, on ne va pas acheter il faut du A, pas du B, du C. » En termes de valeur énergétique, etc. Et, voilà. Et donc, du coup, ça change complètement et ça change les métiers. Et c'est en fait en prenant ces 3 éléments. Et donc, du coup, on a mis en place un vrai travail qui était donc de fabrication de cartes, qui est de faire travailler les gens sur de mettre en corrélation ces 3 éléments. Et pas de réfléchir dans l'entreprise sur un côté linéaire, mais de leur dire non, là vous allez changer parce qu'il y aura les nouveaux défis, des nouvelles technologies, voilà. Alors je t'arrête avant de te laisser embrayer, excuse-moi de te couper, pardon, je suis assez cavalier, tu vas voir. J'ai quand même une question importante là. Ça veut dire que la méthodologie de la version de 2015 et de cette version de 2022, où il y a, pour le coup, celle-ci, je crois qu'il y a un peu plus de 170 métiers, du coup, la méthodologie était pas la même. Là tu as une approche complètement différente, qui est pas forcément cartésienne d'ailleurs, mais qui était beaucoup plus silotée. C'est ça. Et du coup, c'est là où tu t'es dit, la vraie richesse, effectivement, c'est pas potentiellement de partir un peu tous azimuts, mais c'est vraiment de partir des différents challenges que tu évoquais jusqu'à présent. Et puis aussi de rentrer peut-être par vertical, par secteur aussi. Ouais. Non, mais en 2015, c'était un peu... à chaque fois que j'avais une idée, je le mettais et puis je décrivais les choses. Et je pense que ça marche aussi très très bien. Hein, de dire, ah tiens, voilà, il y a une idée dans un tiroir, on ouvre le tiroir, allez, on tape et tout. Puis au bout d'un certain temps, on en a pas mal. On me dit, tiens, c'est marrant, pourquoi ces métiers-là et pas d'autres? Bon, bah, c'est cela. Voilà. C'est tout. Et alors, juste très concrètement, moi j'ai une question effectivement parce que c'est un format assez innovant. Alors, on va parler de l'illustration derrière parce qu'il y a une attention toute particulière à la partie illustrative. D'ailleurs, dans tous tes ouvrages et tout ce que tu produis, moi, je te félicite pour ça. Quel est l'objectif aussi de cet ouvrage-là, effectivement, auprès du grand public? On a parlé de donner la possibilité de construire les métiers de demain, de les appréhender. L'idée, c'est quoi? Est-ce que c'est de la sensibilisation? Est-ce que c'est pouvoir se sentir, pousser les gens à être en capacité de créer les métiers de demain? C'est quoi concrètement?
Concrètement, c'est pouvoir dire aux plus jeunes, allez-y. C'est-à-dire, quand on vous dit que 60 ou 80% des métiers de demain n'existent pas, ça peut être vu comme un drame, mais ça peut être vu aussi comme une opportunité, un moment totalement magique. C'est-à-dire, tout est possible. Donc, vous pouvez tout inventer. Donc, vous pouvez inventer votre métier à vous, celui, effectivement, qui vous fera grandir, sur lequel vous allez exceller. Et c'est ça, c'est-à-dire le premier objectif, c'est quand je fais des ateliers avec des plus jeunes qui disent « moi aussi je peux, alors j'ai compris, moi aussi je peux inventer mon métier ». Ben oui. Alors pourquoi aussi ? Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que tous les métiers sont nommés. En fait, le principe, c'est quand on crée un mot, le concept ou la chose qui désigne commence à exister. Donc, créer un nouveau mot, c'est créer du futur. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, ce que moi, j'essaye de faire dans les formes, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Et là, ça met aussi de la poésie. Et je pense que dans le futur du travail, on a besoin de beau et on a besoin de poésie. On a été un peu massacré par des théories de business, de management, de leadership, de tout ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler aussi sur notre imaginaire. Parce que avec toutes ces théories-là, on arrive sur un monde qui est des fois qui doit être réinventé. Et donc, il faut aussi... comme dit Einstein, on ne peut pas trouver une solution avec le problème qui a été créé. Donc, il faut réinventer. Donc, de mettre de la poésie et de l'humour aussi. Ça, c'est aussi important parce que dans le futur du travail, quand on regarde le truc, ça manque un peu d'humour. Et du coup, si on prend un grand éclat de rire et qu'on s'amuse, eh ben, on a envie d'avancer, voilà. Alors, moi, je recevais, il n'y a pas très très longtemps, Yann Ferguson, qui est un expert en intelligence artificielle, et si tu veux, il y a pas mal d'études qui sortent là-dessus, sur cette appréhension, une peur un peu latente de se dire, en fait, est-ce que mon métier va être remplacé ? Qu'est-ce que ça va créer comme métier, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est... Concrètement, si je la fais un peu en cours, tu vas me dire si je vise bien, mais c'est en fait c'est une bonne nouvelle de se dire qu'on connaît pas les métiers de demain, parce que tu le disais très justement avant, c'est en fait il y a un côté un peu lueur, c'est pas lueur d'espoir, je veux pas être bisounours, mais c'est plutôt de se dire en fait tu peux vraiment créer le métier que tu feras demain à partir de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fait cette incertitude tu la tournes dans le bon sens et de se dire en fait justement ça veut dire que le futur m'appartient entre guillemets, je peux me l'approprier. Il y a cette notion presque d'appropriation. Et puis je peux construire mon métier à partir de ma passion. Si j'aime le cerf-volant et que j'aime les jeux informatiques, je peux peut-être inventer un nouveau truc et qui sera pour la planète ou qui sera qui résoudront des choses. On a été trop enfermés dans des canaux, alors que là on peut. Après l'intelligence artificielle, la panique là-dessus. C'est tout de même bête, parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. C'est-à-dire qu'avec un marteau, on peut se taper sur les doigts. Moi, ça, je suis assez forte pour faire ça. Et on peut aussi enfoncer des clous. Et l'intelligence artificielle, il faut apprendre à vivre avec la machine, mais pas la craindre. C'est-à-dire, il faut dire comment on peut discuter avec elle. Donc, il faudrait apprendre aux plus jeunes aujourd'hui à l'utiliser, à s'amuser, à dire tiens, je peux aller plus loin avec ça. Et c'est vrai qu'on aime plutôt dire « Ouh là là, c'est dangereux, on va nous piquer tous nos métiers et tout ». Mais on n'avance pas avec ça. C'est plutôt une opportunité. Oui. Alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, mais dont tu parlais à l'instant, c'est ces néologismes futuristes que tu utilises pour ces mots. Effectivement, il y a presque une notion de poésie dedans. Moi, je trouve ça assez lyrique. Voilà. Alors, il y en a plein. On en disait, il y a aspironaute, bétoculteur, chronaliste. Alors, c'est vrai que la toute première fois que moi, personnellement, qui suis un peu terre à terre et assez rationnel, j'ai entendu ces mots-là, je me suis dit, j'ai été un peu interloqué parce que c'était assez particulier, mais finalement on a l'habitude aujourd'hui de créer beaucoup de mots. Finalement, il y a beaucoup de mots qui se créent sur des nouveaux métiers, des nouvelles tendances, des nouvelles façons, en particulier dans le futur du travail, qui sont souvent issus de l'anglicisme. Mais passons. Ça, tu penses que effectivement, ça a un impact sur le concret justement de ces métiers-là, plutôt que de dire, voilà, ça peut être plutôt que de passer par des choses qui vont être, je sais pas, t'es un coach en bien-être numérique ou t'es pilote de drone de livraison, parce qu'en fait, finalement, c'est plus concret justement d'avoir
Un coach de bien-être, moi j'appelle ça un bien-être-heure. Ouais. Après, on peut... En fait, l'idée de poser un mot, c'est qu'après, chacun peut poser un autre mot. Oui, bien sûr. C'est pas le mot, c'est vraiment démocratique, où il est adopté, où il n'est pas adopté et tout. Mais le fait l'idée, quand on ouvre le dico, c'est de dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas sérieux. » Et puis tout d'un coup, le côté c'est pas sérieux, c'est bien. C'est-à-dire, c'est un peu décalé, c'est pas sérieux. Puis on rentre dedans en disant, mais en fait, c'est très sérieux parce qu'on voit les innovations et puis ça peut vraiment exister. Et donc, c'est la mécanique qui est là, qui est intéressante. Et c'est celle-là sur laquelle on joue. Alors, petit quiz, petit piège, pour une fois, c'est assez rare dans le podcast. Est-ce que tu en as un à portée de main à nous raconter ? Un mot ? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai parlé de aspironaute, de bétoculteur. Je suis en train de feuilleter. Je suis tombée sur Corceptrice. Corceptrice. Corceptrice, donc corps, scepteur, et corcepteur ou corceptrice. C'est un designer d'humains. L'idée, c'est que de plus en plus, on a des imprimantes 3D. Par exemple, dans certains instituts, comme l'Institut Gustave Roussy, ils sont en train d'imprimer des nez en 3D, des éléments et tout. Et puis, on a des prothèses de plus en plus sophistiquées. Et peut-être que demain, on va pouvoir avoir... on va transformer les humains, peut-être leur rajouter un doigt, rajouter une oreille. Les Japonais, par exemple, de temps en temps, ils se sont transformés en mettant des petites oreilles, telles que sur Instagram, telles les filtres Instagram. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas demain des designers d'humains ? Après, on pourra aussi, peut-être ces designers mettront une certaine forme, peut-être un peu plus de diversité, et pas de dire... Et puis, ça peut-être qu'on va repenser la beauté. Oui, tout à fait. Et donc là, le corcepteur sera là pour ça. Ça peut être un métier... Voilà. À partir du moment où il y a une nouvelle intention, un nouveau service, il peut avoir un nouveau métier. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce livre, par ailleurs aussi, c'est que tu as fait ce travail que tu as fait sur les nouveaux métiers, tu l'as fait aussi sur les compétences. Donc il y a ce volet effectivement compétences, donc qui est c'est sous forme de fiches où grosso modo tu as les compétences requises, les tendances, tu as des interviews aussi de ces métiers-là. Comment ça t'est venu ça et pourquoi tu as eu cette approche-là ? Je pense qu'il y a là c'est assez clair, c'est assez dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a eu premier temps, c'était des compétences en dur, des hard skills, ce qu'on appelle. C'est-à-dire il fallait des compétences métiers pour l'industrie. Les deuxièmes temps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, où il faut être pas uniquement un bon professionnel, mais aussi être souriant, gentil, empathique et tout. Et demain, il y a encore un troisième temps où justement peut-être qu'on a besoin de plus en plus de compétences dans l'imagination, peut-être aussi dans la relation avec la machine. Et c'est d'explorer un peu ces compétences. C'est-à-dire de ne pas rester sur... on travaille un peu en slot et là, il faut avancer. C'est-à-dire, par exemple, il faut que tout le monde puisse parler aux machines. C'est-à-dire que ce soit... démocratisé. Qu'il y ait un échange, parce que c'est important. Il y a des gens, sans ça, il y a des gens qui vont rester sur le bas-côté. Au niveau de l'imagination, c'est aussi important. Et au niveau de la construction du bien commun, et c'est ce que je pense, c'est-à-dire les entreprises, elles vont avoir peut-être, moi j'espère, demain, qu'il y aura un côté, on gagne de l'argent pour faire vivre les gens, mais aussi on contribue au bien commun. Et que cette analyse du bien commun, c'est une nouvelle compétence à acquérir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu penses que cette notion effectivement, d'invention des futurs du demain, des métiers du futur, pardon, la notion et la vision du sens, de l'utilité, elle est au cœur, justement, elle doit être au cœur de cette préoccupation-là ? Pour l'instant, il n'y est pas encore, mais j'espère de plus en plus qu'elle y sera. Et idem pour le RSE et l'environnement ?
Ben oui, c'est-à-dire, mais je pense que ce que j'aime pas, c'est quand on focalise tout, c'est-à-dire la préoccupation qui va venir très rapidement, c'est le vieillissement de la population, hein. Et puis aussi les problématiques par rapport à l'eau. Enfin, il y a beaucoup d'autres problématiques. Il y a beaucoup de briques, et beaucoup de défis à relever. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, et du coup, il faut, parce que là, en fait, les entreprises, c'est tout d'un coup, allez, tout le monde RSE. Ouais, mais comment on fait, qu'est-ce que ça revêt comme aspect, etc. Comment on s'y colle. Et moi, j'espère demain qu'il y a plus de liberté pour que chacun puisse avoir son petit morceau où il construise. Et puis qu'on puisse aussi avoir peut-être une notion qui a été pour moi extrêmement importante tout au long de ma vie. Il y a deux choses, c'est gagner sa vie et gagner de l'argent. Qui sont deux choses différentes. Oui, et je pense qu'il faut repenser le travail avec cette notion de gagner sa vie et gagner de l'argent. Oui, complètement. Moi, j'ai quand même une question là-dessus, c'est qu'en fait, je parlais dans des épisodes précédents des livres, on en parlait juste avant de commencer, il y a beaucoup de livres sur le futur du travail, sur les métiers de demain, sur l'automatisation, peu importe, l'intelligence artificielle, que sais-je. Souvent, quand il s'agit de prospective ou de vision, c'est pas que c'est imbitable, mais c'est... je sais pas comment le dire avec tact, mais c'est souvent... c'est pas fantaisiste, mais on est à deux doigts de la science-fiction, quoi, un peu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton ouvrage, dans cet ouvrage en particulier-là, c'est que je le disais un peu plus tôt, il y a cette notion de compétences qui vont avec, et donc c'est hyper concret en fait. Et l'autre, il y a ces interviews dedans, où presque t'es en train d'échanger avec quelqu'un qui fait ce métier-là. Et en fait, je sais pas, je te pose la question un peu tout de go, mais le truc que tu voulais craquer, c'était justement d'être très ancré dans le réel. Souvent, quand on fait de la prospective, c'est pas qu'on n'est pas ancré dans le réel, mais comme on essaie de se projeter sur quelque chose qui doit arriver dans un futur proche ou plutôt lointain, souvent, on y va un peu avec des pincettes. Et toi, t'as pris le contre-pied. Tu t'es dit, attends, je vais faire une interview comme si j'interrogeais une personne, un homme ou une femme, peu importe, qui faisait ce métier en 2040, quoi. Oui, parce que en fait, moi, ma priorité, c'est de remettre l'humain au centre. Ouais. Et que c'est pas avec les théories qu'on met l'humain au centre. C'est parce qu'on peut le voir vivre. Ouais. Et les humains que j'interroge et qui sont en 2040 ou 2050, c'est pas parfait. Hein. C'est-à-dire, ils sont contents de leur boulot, mais il y a aussi des problèmes de temps en temps et tout. Et c'est ça, la vie de demain. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire... c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que le travail demain, il doit aussi s'intéresser en priorité aux gens qu'ils font, voilà, la façon dont ils s'épanouissent, eux, dans leur travail. Et c'est pour ça que je mets des interviews, parce que, ou des petites histoires, parce que ça fait sourire, et puis parce que ça permet aussi de poser des questions et de mettre en scène des questions. Et qu'en fait, quand on lit dans une histoire aussi, il y a un principe aussi au niveau du cerveau, quand on lit quelque chose qui est un peu théorique, il n'y a pas de l'émotion, alors que quand on raconte une histoire, il y a de l'émotion, donc on s'en souvient. Bien sûr. Donc c'est aussi pour imprimer les mémoires autrement, disant, là, peut-être qu'il y a quelqu'un... Parce qu'en fait, dans un livre de ce type, mon intérêt, c'était de dire, chacun doit essayer de trouver un truc qui lui plaît. Alors ça peut être ou bien le titre, ou bien une petite histoire, ou un truc. Donc, comme tout le monde est différent, il faut aussi une variété d'approches. Justement, alors j'ai une question. C'est quoi le métier de demain qui te fait vibrer, que tu as mis dans ce bouquin, ou qui n'est pas dedans d'ailleurs? Oh non, moi, parce qu'avec la carrière non linéaire que tu as, tu peux peut-être encore changer une fois de métier. Moi, le métier de demain, pour l'instant, je suis très très bien dans mon métier aujourd'hui. Alors, je pourrais peut-être trouver un meilleur nom. François TDI parlait de meilleuriste. Je trouve ça pas mal. Ouais. Pourquoi pas? Peut-être que je serai meilleuriste demain. C'est-à-dire, vraiment, je serai là pour aider tout le monde à s'améliorer. Enfin, on va être un peu meilleur. Pas parfait, hein, meilleur. Je sais pas. Mais pour l'instant, non, je pense qu'aussi, on a le droit de profiter aussi du plaisir de pratiquer un métier qu'on aime. Hein. Oui.
Et alors là-dessus, j'ai quand même une autre question. Pareil, je dirais pas qu'elle est piégeuse, mais elle est taquine. On parle de prospective. Tu l'as dit, on évolue dans un niveau d'incertitude qui est important aujourd'hui, probablement plus que ces dernières années, plus jamais que ces dernières années. Est-ce que ça veut dire que t'apportes une vision, mais qui est à la limite de l'utopie, parce qu'en fait, tu ne sais pas à quel point les choses vont changer, ou en fait, c'est pas ton sujet, parce que tu te dis, moi, mon sujet, c'est juste de secouer les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi, j'aime pas trop quand, d'abord, cette dichotomie entre utopie et dystopie, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui est bien, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est mal. Je pense que chaque chose peut avoir les deux facettes. Et que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avancer à partir de ça. Mais pas de dire, j'écris des utopies, alors là, c'est vraiment le rêve, le machin, etc. Ou j'écris le cauchemar. Donc, je pense que c'est plutôt le secouage pour que chacun puisse faire sa cuisine mentale et puisse avancer. C'est-à-dire, mais avancer aussi à son rythme. Et c'est pour ça que, par exemple, j'aime bien les formes. Là, je viens de terminer donc des contes du futur. Parce que les contes, c'est pareil, c'est une forme que tout le monde connaît. C'est-à-dire, tout le monde a déjà lu des contes et tout. Et donc, quand on fait de la prospective à partir des contes, on a déjà la structure. Donc, il ne reste plus que le petit sourire à avoir et que ça fait un déclic. Et on va revenir sur ce sujet des contes du futur que je trouve très intéressant, dont tu me montrais l'ouvrage juste avant de commencer. Dernière question sur cette partie métier du futur, avant de passer à autre chose. Quand on lit ça, on se dit, le sujet à craquer, c'est la formation. Parce qu'en fait, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Enfin, c'en est un parmi d'autres, mais on sent qu'effectivement, les formations académiques des universités, des écoles, des grandes écoles, des lycées, des collèges, peu importe, vont moins vite que effectivement ces révolutions qui peuvent avoir lieu industrielles ou pas dans les métiers, en fait, dans la métamorphose des métiers actuels. Donc, est-ce que le sujet à craquer, c'est pas la formation? Sinon, en fait, à un moment donné, il n'y a pas une fracture, mais à un moment donné, justement, ça ira moins vite et il y aura un ralentissement. Alors, on a travaillé 2 fois avec des universités, des grandes universités. Et t'as de grands espoirs? Non. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le projet était, on imagine les métiers et puis on repense les formations en fonction des métiers qu'on a imaginés. Le projet, très beau, très bien, très sur le papier et tout. On a imaginé les nouveaux métiers, ça allait très bien. À chaque fois, ça a été pareil. Et au moment où il faut repenser les formations, ça coince. Parce que c'est d'autres gens, une autre façon de faire. Et en fait, faire évoluer les formations aujourd'hui, c'est plus le même rythme. Donc, j'espère que ça va arriver, parce qu'il faut peut-être 10 mauvais démarrages pour pouvoir arriver enfin à un bon. Mais je pense 10 brouillons avant de trouver le chef-d'œuvre. Et je pense que ça, c'est essentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec les universités en disant, par exemple, sur quelque chose qui est un exemple concret, c'est que demain, il faudra des médecins spécialisés dans les datas. Bon, ou bien on fait quoi? Est-ce qu'on fait 7 ans de médecine, plus 5 ans d'ingénieur, ou bien on repense une formation pour avoir... est-ce qu'on rajoute des briques dessus, ou est-ce qu'on fusionne un peu tout ça? Et sachant qu'aujourd'hui, peut-être que certains briques de la formation initiale du médecin, peut-être qu'il faudrait peut-être la repenser. Et en fait, c'était ça. Les projets, c'était ça. C'est-à-dire on coince là, puisqu'en fait, on est en train d'arriver sur des médecins qui vont utiliser les datas de façon évidente. La création de jumeaux numériques, l'intelligence artificielle dans la radiologie, en fait, tout ce genre de choses. Donc, il faut des gens qui sachent jongler avec les données. Alors après, moi, je trouve que c'est pas que c'est pas une fin en soi, mais c'est... je dirais, la période actuelle nous a déjà prouvé que c'était possible de le faire. Alors, même si je suis pas fan du personnage, Xavier Niel avait créé l'école 42, qui était à l'époque assez novatrice, en tout cas dans le positionnement, la façon de l'apprentissage, le lieu d'ailleurs d'apprentissage, entre autres, etc. Et les formations. Il est arrivé en pompier, hein.
Il est arrivé en pompier. Exactement. Et qu'en fait, tout le monde disait depuis X temps, en disant, il faudra former des codeurs. Et lui, il est arrivé, youpla boum, ça y est, je forme des codeurs, des générations. Et il les forme à l'arrache. Aujourd'hui, et il a itéré parce qu'en fait, il a renouvelé les formations, il a un peu essuyé les plâtres aussi parce qu'il ne savait pas ce que c'était que de faire de l'académique, etc. Mais tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il faut, malheureusement, faut essayer, et puis tu te frottes un peu à des contraintes, à des échecs, mais là, ça commence à tourner, donc finalement, on peut... Ça commence à tourner pas si bien que ça. Okay. Il manque encore beaucoup de codeurs, et il va manquer d'autres métiers. Et là, aujourd'hui, on a des problèmes justement parce qu'il en manque. Et donc, la solution, c'est... en complément de tâcher de pousser les universités, potentiellement des écoles à se réinventer, c'est peut-être de créer des institutions à part entière aussi, avec des apprentissages qui cassent un peu les codes et qui sont plus visionnaires, peut-être aussi. Moi, je pense que oui, les deux seraient intéressants. Mais aussi que les universités se renouvellent, je pense que c'est intéressant. Ouais, elles le font, hein. Oui. Le font mais la théorie des petits pas, ils le font. C'est pas des changements qui sont non, très mais profonds. Quand on voit les doubles cursus, c'est quand on voit rien que des doubles cursus, on forme des jeunes qui vont être créatifs, parce qu'ils auront deux approches différentes. Ouais. C'est-à-dire, l'absence de créativité, c'est quand on est dans un couloir. Je te propose qu'on passe à la partie suivante. Tu parlais des contes du futur tout à l'heure. On change de registre. Toi, tu avais effectivement une population là, qui était, je dirais, le grand public sur les différents ouvrages que tu as publiés jusqu'à présent. Là, tu as changé un peu ton fusil d'épaule. Tu es parti plutôt sur une population plus jeune, illustrée, plutôt peut-être pour les enfants. Est-ce que tu peux nous raconter ? Mon rêve, c'est que tous les enfants inventent le futur. Parce que je pense que Parce qu'il n'y a pas d'âge. Et surtout, il y a pas. On peut commencer très tôt aussi. Je pense qu'ils sont extrêmement créatifs et qu'il faut les mobiliser aujourd'hui, et pas uniquement sur la fresque du climat, mais surtout, et qu'ils ont des idées, que ça va vite, ils sont pertinents, ils sont ouverts, et qu'on n'a plus le droit de s'en passer de leur intelligence. Oui, mais à ceci près que ce qui est différent, c'est que, il y a un parallèle. L'entreprise, on va dire, ça va être au rôle du manager ou du dirigeant de peut-être faire découler, dans des entreprises avec une gouvernance pyramidale, j'entends, de faire découler effectivement cette capacité à pouvoir challenger le futur et pouvoir potentiellement l'écrire. Avec les enfants, il y a le barrage du parent, on va dire. Justement, c'est apprendre. Donc, moi, la façon dont j'ai pu faire, c'est d'avoir donc des contes d'hier, transcrits à la mode prospectiviste. Voilà. Et en fait, à la fin de chaque code, il y a un QR code, ça ils savent très bien faire, qui renvoie sur des exercices. Et l'idée aussi, c'est de leur apprendre le collaboratif, c'est-à-dire d'avoir des fresques à un moment donné où il y a toutes les idées des gamins. Oui, c'est quelque chose qui sert pas uniquement à consulter, à lire, mais l'idée, c'est de passer du côté inspirationnel au côté opérationnel, où là, ils vont créer, ils vont pouvoir écrire des choses, etc. Voilà. Et donc, l'idée est de dire à l'Éducation nationale, je vous propose ça, allez-y. C'est assez compliqué. Hein. Ouais, bien sûr, t'as dû ramer. Non, j'ai pas encore réussi. D'accord, c'est ça, ok. Il y a quelques obstacles. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de contes, juste par curiosité, que t'as écrit, que t'as posé ? Tu les as avec toi ? Oui, c'est vrai, on a le livre pas loin. C'est vrai que cet ouvrage-là, moi, que j'ai découvert, effectivement, avant de commencer cet épisode du jour, c'est vraiment un bel ouvrage. Il y a ce côté livre pour enfants, donc qui n'est pas du tout le même format qu'un livre qu'on peut avoir pour le voyage. Voilà, tu l'as avec toi. C'est une belle couverture. C'est plutôt un format paysage, d'ailleurs, avec des grandes illustrations. Et c'est vrai qu'on découvre effectivement, je dirais, tous ces contes-là. Il y en a quoi ? Il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça ? Ouais. Et donc, quel est celui... alors, j'imagine que tu es fier de tous ces différents contes. Quel est celui qui, pour toi, est intéressant de creuser là aujourd'hui et d'évoquer ? Quel est celui qui... Alors, c'est un qui a été le premier.
parce que c'est Greta et les gazonautes. Ok. C'est inspiré par Greta Thunberg, donc qui a un conte en tant que tel. Bien sûr. Et ça permet d'expliquer un peu le réchauffement climatique avec humour et distance aux enfants. Donc, on a une tribu de gazonautes qui sont très contents dès qu'on pollue, dès qu'on envoie des bulles de gaz et tout. Donc, c'est la fête. Et bien sûr, il y a Greta qui veut arrêter les gazonautes et donc qui va essayer d'aller sur la Terre pour dire mais arrêtez, voilà, vous êtes en train de créer une sphère. En fait, chaque conte aborde un sujet. Alors, ça peut être aussi bien ça peut être des défis sociétaux, environnementaux. Le mal de mer, c'est sur la pollution des mers. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Les trois cornibaux, les trois cornibaux, donc c'est les trois petits cochons, c'est sur les fake news. Donc après, c'est permettre aux enfants de déceler des fake news et de comprendre et de s'amuser avec. Voilà. Ce lien, juste, en fait, le fait de repartir d'histoires qui sont, je dirais, mondialement connues, et donc on a l'habitude, nous, d'entendre et de raconter à nos enfants, et de le lier avec des problématiques ou des enjeux qui sont actuels, potentiellement futurs, ça, tu penses que c'est clé, quoi, parce qu'en fait, c'est une façon de le raconter qui n'est pas si abrupte, et qui est un bon moyen de faire passer le message, et puis de les emmener aussi dans cette réflexion. C'est parce qu'ils ont déjà des références. Ouais. Et donc, à partir du moment où on a déjà des références, on peut, c'est plus facile. Et la facilité, donc du coup, on va plutôt s'intéresser à ce qui est le futur, ou bien au sujet. On m'a demandé aussi à un moment donné de justement faire sur les fake news, sur les dangers de l'internet, sur des choses, des sujets un peu touchy, de temps en temps. Donc bon, et puis touchy ou casse-gueule d'ailleurs, mais c'est ça qui fait aussi la qualité de l'ouvrage, quoi. C'est justement d'aller sur des trucs qui sont pas plats, mais justement qui sont un peu chauds, quoi. Alors, par exemple, on prend le vilain petit robot. C'est exactement la même chose que le canard. Bien sûr. Et bien entendu, c'est quoi ? C'est des enfants qui reçoivent un robot. Et le robot, il y en a il y en a 5 qui marchent très très bien. Et il y en a un qui couine. Voilà. Il marche pas très bien, il marche très bien, il couine et tout. Et donc, il fait rire tout le monde. Donc, tout le monde abandonne son robot pour pouvoir aller voir le vilain petit robot. Donc, c'est pour pouvoir parler de la diversité et puis, voilà, de la différence. Et je trouve que les contes, en fait, c'est tellement basique que c'est simple de pouvoir remettre... des idées. Déjà, le vilain petit canard, c'est ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est celui qui est différent. C'est pas un signe blanc. Mais alors, si je vais pas loin avec cette remarque-là, hein, mais finalement, à t'écouter, moi j'ai la sensation que ça peut marcher pour des enfants, mais ça peut finalement pas mal marcher pour des adultes aussi, en fait, parce que c'est un bon moyen de rentrer dans le sujet et de le comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit pas forcément de génération, mais en fait, les sujets qu'on aborde là sont pas forcément toujours évidents à appréhender, et du coup, c'est quand même un bon moyen de le comprendre assez facilement, en fait. J'espère que les parents vont lire les contes à leurs enfants. C'est ça l'idée. Et après, du coup... ça va ouvrir le débat dans le foyer. Voilà. Et du coup, les enfants vont parler avec leurs parents et tout. Moi, je pense que c'est important, hein, ça. Moi, je pense que c'est pas important. Je pense que c'est primordial. Mais, parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont pas forcément adressés à l'école ou en famille. On est aussi... ils vont leur donner leur avis sur des sujets qui sont peut-être pas abordés. Oui, puis c'est tout simplement aussi dans une logique de développer l'esprit critique individuel, voilà, notamment chez des populations plus jeunes. C'est ça qui est intéressant aussi. Super. En tout cas, bravo pour aussi cet ouvrage-là. Ces deux terrains de jeu assez différents. Moi, je trouve que le dernier est bien évidemment assez excitant. Moi, j'ai des jeunes enfants, donc je pense que c'est tout à fait le genre de choses, même à 10 ans, sur lesquelles, à mon avis, qui seront capables de dévorer, qui vont leur poser des questions et qui peuvent créer l'échange. Donc moi, je suis assez fan. Bravo pour cet ouvrage-là.
Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Pardon, tu avais une remarque. Non, au suivant. Je te propose qu'on le passe dernier, au dernier. Celui qui est en cours. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est en cours de fabrication. En général, justement, ce qui est bien, c'est que de ne pas faire des livres mornés. Parce qu'en général, on accouche d'un livre, après c'est fini. Ce qui m'intéresse, là, je suis en train de travailler sur la maison de retraite du futur. Et donc, l'idée aussi pour moi, et comme ce que je voudrais aussi faire pour les contes, c'est d'avoir à la fois une version écrite, mais aussi une version sonore. Parce que je pense qu'il faut aussi différencier les approches. C'est-à-dire qu'on peut aussi écouter des choses et avoir des sensations, et pas uniquement être dans la lecture. Et c'est toujours dans cette même logique. L'idée, c'est d'adresser un sujet, mais pas de se fixer sur une audience qui serait effectivement potentiellement les seniors, etc. Pas du tout. L'idée, c'est d'élargir toujours et que ça soit finalement assez grand public, mais d'adresser une problématique qui est finalement assez peu prise en compte aujourd'hui. Le vieillissement et comment on va inventer la maison de retraite idéale du futur, avec toutes les problématiques, les contradictions, et que personne ne veut la même chose. Donc là aussi, il y a des humains, et donc l'idée, c'est d'avoir à la fois le livre, et un livre, et pourquoi pas aussi faire des éditions vieillesse. On a bien l'édition jeunesse. Bien sûr. Peut-être qu'on aura demain des salons de littérature vieillesse, parce que je pense que ça peut être aussi une autre façon d'aborder la lecture, et peut-être qu'on en a, je sais pas, peut-être qu'il faut aussi faire quelque chose là-dessus. Et alors, à l'instar des 2 premiers ouvrages qu'on a évoqués, où tu as une méthodologie bien particulière, une façon d'écrire bien particulière, qui est différente d'un livre à l'autre, quelle va être, au-delà d'inventer la maison de retraite demain, qu'est-ce qui va être l'expérience du livre au niveau audio, ou tout simplement au niveau lecture ? Alors, sa particularité. Au niveau audio, c'est en fait, on a 6 personnes. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des voix, de faire entendre des voix de gens de 90 ans, 95 ans, qui puissent raconter. Et qui, donc c'est une émission de radio dans une maison, un espace partagé, qui s'appelle le 666. Alors 666, c'est... Il n'y a pas de message caché, là. Voilà. C'est parce qu'il y a 6 étages et 66 appartements. L'idée, c'est il parle bien sûr avec une intelligence artificielle qui anime cette radio-là. Et l'idée, c'est de faire parler les gens et de poser toutes les réflexions et de permettre, par rapport à un texte, de poser plein de questions qui permettront peut-être dans les espaces réservés aux anciens, peut-être aux accompagnateurs, de solliciter des idées, de l'imagination. Voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de le découvrir, même si je ne fais pas encore partie de cette population-là. Je ne suis plus tout jeune, mais en tout cas, je trouve que l'idée est résolument innovante et je pense que ça peut être... j'ai hâte de le découvrir en version audio, pour tout te dire, parce que c'est vrai que... Moi aussi. Voilà, j'ai pas forcément... C'est pas que j'ai pas le temps de lire tous les livres que je vois, mais tu disais, il y a beaucoup de livres, on a envie de tout dévorer, mais il y a une question de temps, et ça, c'est un bon moyen de... Oui, la version audio, c'est sur un public comme ça, la version audio est indispensable. Et pour les enfants aussi, je pense, j'espère. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore... Non, mais dans cette version-là, il y a une version interactive et tactile, j'ai envie de te dire, puisqu'il y a cette notion de QR code, découvrir et de création derrière. Donc, t'es dans du craft, c'est-à-dire t'es un peu dans cette création. Et dans l'autre, t'es peut-être potentiellement moins actif, t'es plus passif, mais cette notion d'écoute, elle est plus facile aussi, elle est plus aisée, tout simplement. Oui. Mais les deux, moi, je pense qu'on doit pouvoir passer de l'un à l'autre. Au moment en disant, tiens, voilà, là, je veux écouter, là, je veux lire, là, il faut changer aussi les habitudes de lecture. L'édition n'a pas beaucoup innové ces dernières années. Non, c'est sûr. J'étais dans une maison d'édition il n'y a pas si longtemps, et effectivement, je ne dirais pas que ça sentait la naphtaline, mais c'est vrai que c'est un métier qui est finalement assez classique. Le ministère de la Culture, ils ont eu un peu de mal à le renouveler. Là, par exemple, le ministère de la Culture ne veut pas financer un livre parce qu'en fait, il y a des QR codes. Et quand il y a des QR codes, on envoie, il y a des exercices. Donc, c'est plus un livre, c'est un cahier d'exercices. Donc, on ne finance pas.
Ouais, d'accord, ok. Alors, bon, des excuses, il y en a toujours à l'appel, hein, c'est un peu le problème. Mais en tout cas, on lui souhaite beaucoup de succès à ce livre, Les contes effectivement, des 1001 futurs. Je trouve que l'approche est assez extraordinaire. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode. Et après, promis, je te libère. Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller pour nous inspirer, autre que les tiens, bien évidemment, mais que je recommande en tout cas chaudement aux auditrices et aux auditeurs? Moi, je pense que ce que je vais recommander, c'est lié à mon actualité. Ouais. La semaine dernière, j'ai été marcher pendant une semaine sur les chemins de Stevenson. Alors Stevenson, c'était un explorateur qui est parti avec un âne. Et donc on marche là-dedans, c'est absolument extraordinaire, les Cévennes, l'Auvergne, tout ça, c'est beau, c'est magique c'est des à faire. Et c'est un moment exceptionnel. Ça devrait être recommandé par la Sexoc. Enfin bon, on peut être qu'heureux qu'on est là-bas. Et il y avait donc un film, Antoinette dans les Cévennes, qui est drôle et qui est la balade avec un âne. Et l'âne, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué, l'âne. Alors moi, je connais... Parce qu'il en fait qu'à sa tête ? Ouais. Alors moi, je suis très marquée par les ânes. Hein. Je m'appelle Anne-Caroline. Parce que ma grand-mère avait un âne qui s'appelait Caroline. D'accord. Voilà. Et donc, du coup... Déjà, on a coché la case anecdote pour info que j'allais te poser juste après. Du coup, voilà, s'appelait Anne-Caroline. On ne peut être que marqué. Bien et sûr. D'autant plus marqué dans mon inconscient, c'est qu'à un moment donné, je me suis aperçu que sur 2 de mes enfants, il y en avait un qui s'appelait Anatole et l'autre Anaïs. Ah ouais. Et je Des pas... formations professionnelles. Et en fait, tu t'en es rendu compte post-nommage des enfants, etc. Ouais. Et donc, du coup, alors moi, j'aime beaucoup les ânes. Comme quoi, l'empreinte des parents et le vécu a un impact profond dans le quotidien encore aujourd'hui. Et l'âne, il est intéressant, hein, parce que on va pas le faire avancer s'il veut pas. Et puis, il faut vraiment négocier avec lui. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça doit être, par exemple, un vrai exercice de management, c'est de pouvoir se balader dans les Cévennes avec de l'âne. Alors, d'abord, on regarde le film, on rit beaucoup. Ouais. Et puis après, on met en pratique avec un vrai âne et on rit toujours et on se balade dans du beau. Donc, on va inventer plein de choses. Voilà. Je pense que c'est une super référence. Merci pour ce film que je vais m'empresser de regarder. Il y a un truc intéressant sur l'âne que moi j'avais toujours un peu du mal à comprendre. C'était, tu sais, ce côté où t'es en bout de classe avec le bonnet d'âne en fait, et on t'explique que l'âne est en fait un animal un peu con, ce qui est pas vraiment le cas. C'est un animal qui est plutôt têtu. Donc c'est assez différent. C'est-à-dire que tu disais il en fait qu'à sa tête, c'est assez différent. Et je trouve que en fait en faire qu'à sa tête, c'est finalement quelque chose qui est à la fois décrié, mais qui est à la fois intéressant, puisqu'en fait, ça veut dire... être cancre et avoir le bonnet d'âne, c'est pas mal. Hein. C'est un cursus de formation qui n'est pas inintéressant. Ouais. C'est-à-dire, non, je pense qu'au contraire, c'est à recommander. Hein. J'aime bien cette approche. Moi, j'ai longtemps eu... Alors, j'ai pas eu le bonnet d'âne, mais j'étais souvent au coin. Voilà. Merci en tout cas pour la découverte de tous ces ouvrages-là et le partage de cette vision. On a hâte de découvrir l'ensemble de tous ces livres qui vont sortir aussi, ceux qui sont déjà sortis. On invite évidemment les auditrices et les auditeurs à le découvrir. Et longue vie, bien évidemment, je le disais, à ce dernier livre qui est destiné aux enfants, mais pas que, aussi aux grands. Donc, merci du partage et du retour d'expérience, très important. Et puis bon courage pour la suite. Merci Anne-Caroline, je te souhaite une très très bonne semaine. Eh ben merci, à très vite. À très vite.